Je me présente rapidement. Moi, je suis Élodie. J'ai un parcours de plus de 20 ans dans la formation, plutôt sur des filières longues, filières métiers, en alternance ou pas, des jeunes. Et en fait, j'ai été missionnée par France Immersive Learning, qui est un réseau des acteurs de l'immersif, mais qui regroupe aussi des acteurs de l'éducation et de la formation. Donc, ils sont en train de rédiger un livre blanc dont l'objectif est de faire état des usages, des pratiques de l'immersif dans l'éducation et dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'état de la littérature, on ne sait pas trop en fait ce qui se passe. Et en fait, moi j'étais plutôt je suis pas une tech, j'étais pas une convaincue a priori, je restais avec mes zones des grosses zones de doute. Et en fait, ils m'ont missionnée pour faire des interviews auprès de professionnels de l'éducation et de la formation, éducation nationale, lycée, université, grande école, CFA, organismes de formation de 10 salariés, organismes de formation de plus de 1000 salariés. Donc vraiment, on avait une attention forte à ce que ce soit un panel quand même très représentatif de ce qu'est la formation en France aujourd'hui. Il y avait aussi quasiment tous les territoires. Et puis, moi, il y avait aussi un sujet, on y reviendra, je pense, à travers vos témoignages, qui me tenait à cœur. J'avais aussi une représentation. Enfin, les freins, on va y revenir. Tout à l'heure ont été évoqués, les freins financiers, etc. Moi, j'avais aussi une représentation. Maintenant, je peux dire un préjugé. J'avais peur que l'immersif soit finalement un nouvel outil réservé au bac plus 12 ou aux riches, quoi, en gros. Et c'était une attention particulière que j'avais aussi. C'était vraiment d'interroger un panel très très large d'acteurs pour vérifier ça aussi. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les uns et les autres, et surtout de votre fenêtre, quoi, où vous êtes dans cette histoire-là. Et puis surtout, parce que je trouve que c'est intéressant de préciser aussi en quelques mots qu'est-ce qui vous a fait tomber dedans, quoi. Et quand je dis dedans, c'est l'immersif en pratique de pédagogie, quoi, en formation. Bonjour à tous. Donc Mathieu Rivière, je suis directeur commercial à l'Immersive Learning Lab. La structure a vocation à accompagner, conseiller et former les différentes structures qui souhaitent s'initier à l'immersive learning, qui souhaitent intégrer de l'immersive learning dans leur stratégie. Donc on est sur des aspects très techno, mais dans une verticale de transmission des savoirs. Pour répondre à la question comment on est tombé là-dedans, comment on tombe là-dedans, moi j'ai un parcours à la fois formateur, mais aussi je suis fondateur d'une start-up qui a développé une solution logicielle, et on s'est rendu compte de la puissance de la mémorisation de l'information à travers les technologies immersives, et c'est par ce biais-là que je suis rentré et que du coup je suis devenu un petit peu addict du sujet, très clairement. Un micro chacun, c'est très bien. Bonjour à tous, donc moi c'est Alison Foucault, je suis la présidente et fondatrice d'une société qui s'appelle Univers Studio. Chez Univers Studio, depuis 2014, maintenant on met la réalité virtuelle au service des professionnels. Donc développement, accompagnement sur la partie matérielle, déploiement logiciel également, et bien entendu formation des formateurs et accompagnants à l'utilisation des outils qu'on propose pour que tout se passe au mieux. Comment je suis tombée dedans ? Je suis tombée amoureuse de cette technologie au moment de l'Oculus Development Kit 2, donc en 2015. Premier essai, première rencontre avec la réalité virtuelle. Alors au début, c'était vraiment waouh, c'est fantastique, ça file, une nausée incroyable, mais c'est génial parce qu'on en était là à cette époque-là. Donc oui, ça rendait malade, oui, il y avait tout à faire encore, mais le potentiel, il était immense. Et on a eu le déclic formation en création de contenu. On était plutôt orienté communication marketing. On a eu un client qui voulait présenter une machine de dialyse en salon, et c'était plutôt compliqué de présenter une machine de dialyse pour plein de raisons. Déjà, ça marche pas sans un patient branché dessus, donc c'est quand même compliqué d'amener un patient sur un salon. Et donc, on a fait une formation traditionnelle avec eux sur Paris pendant une journée pour essayer de comprendre le fonctionnement de la machine. On est sorti de là, on n'avait rien compris et rien retenu, mais on avait tout filmé parce qu'on était malins. Et on s'est rendu compte au bout d'une semaine que tous nos développeurs, tous nos modélisateurs 3D connaissaient par cœur tous les noms des composants, savaient lancer un cycle de dialyse et étaient capables d'expliquer chaque étape, alors qu'ils n'avaient aucune formation en soins infirmiers. Et là, on s'est dit,
il y a quelque chose à faire sur le secteur de la formation. C'était bien avant les études de PwC et consorts qui viennent attester de l'impact sur l'ancrage mémoriel. Mais c'est vraiment comme ça qu'on est tombé dedans. Et aujourd'hui, on est 20 collaborateurs très passionnés par ce qu'on fait. Et la vocation, c'est de mettre vraiment la réalité virtuelle au service de tous. Bonjour à tous, donc moi c'est Damien, je travaille chez Interfora IFAIP, qui est un centre de formation au métier de la chimie et des procédés, qui est situé à Saint-Fond, au début de la vallée de la chimie. Et je m'occupe du studio de développement interne dédié à la réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéo, post-prod, e-learning, et j'en passe et des meilleurs. On est 8 personnes en interne dédiées à ces technologies. Comment je suis tombé là-dedans? Pas vraiment par hasard, mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans le digital, ça fait 20 ans que je fais du jeu vidéo. Je ne suis pas du tout un formateur à la base, moi je suis un créatif. Et ça fait 20 ans que je fais tout ça. Et la réalité virtuelle, c'est juste un médium de plus avec lequel j'aime bien m'amuser, tout simplement. Et le faire en formation, c'est intéressant parce que, à la différence d'un jeu vidéo, on essaie de faire apprendre des trucs. Alors qu'un jeu vidéo, on raconte une histoire et on s'amuse. Donc c'est des jeux vidéo pour moi qui ont un autre but que l'entertainment simple. Voilà. En bref. Merci. Là, tu as employé des mots qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Est-ce que tu peux, Mathieu, donner quelques repères sur justement les différences entre, peut-être même en partant du e-learning, e-learning, réalité augmentée, réalité virtuelle? Alors, l'e-learning est quelque chose qui est quand même aujourd'hui assez entré, j'ai envie de dire, dans le quotidien. Mais ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet. Donc, l'apprentissage à travers un écran en asynchrone, derrière un ordinateur. On suit un parcours. J'ai presque des fois envie de dire qu'on subit un parcours de formation. On est assez passif. On a quelques quiz qui vont nous interroger sur le sujet. Pour parler des technologies immersives, je vais essayer de vous faire un parallèle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du continuum de Milgram. On va partir de la réalité, l'endroit dans lequel on est. Voilà, on est dans la réalité, il n'y a pas de doute sur le sujet. On va cette fois, cette réalité, l'augmenter. Pour augmenter cette réalité, on peut se servir de nos smartphones. Vous avez tous entendu parler de l'application Pokémon Go, j'imagine. Peut-être avez-vous vu ce que c'est. À travers mon smartphone, je vais visualiser des choses et des informations complémentaires vont apparaître. Donc là, j'augmente la réalité. Je peux aller un cran plus loin et faire apparaître moi-même d'autres objets et les manipuler. Donc là, on est vraiment sur des technologies qui peuvent s'apparenter, s'utiliser sur des casques de réalité augmentée. Donc je vais avoir un objet avec lequel je vais pouvoir interagir, un objet en 3D qui va se conceptualiser en face de moi. Devant nous, je peux faire apparaître avec un casque de réalité augmentée, une turbine, un moteur, et je vais pouvoir le décomposer, montrer ce qu'il y a dedans, etc. Là, on augmente la virtualité. On augmente la réalité, pardon. Ensuite, on va aller sur de la virtualité augmentée. Je vais vous emmener dans un autre endroit, tout en restant physiquement ici. Donc, on va avoir une modélisation tout autour de nous et on va pouvoir travailler sur différents objets en ayant le sentiment d'être ailleurs, d'être dans un autre espace, dans une usine, dans un laboratoire, mais tout en étant assis dans nos fauteuils ici. À ça, je peux ajouter aussi une dimension différente avec de la vidéo à 360 degrés. Et donc on aura l'impression de réel, on ne sera pas en 3D, c'est une vidéo captée, sauf qu'elle sera à 360 degrés. On va renforcer le sentiment de présence, et là on est arrivé complètement sur de la réalité virtuelle avec ces deux parties-là. Donc on est parti du réel, on l'a augmenté, on est parti sur du virtuel qu'on peut augmenter également pour pouvoir se transposer et sur différentes technologies. Et contrairement à ce qu'on pense, le casque de réalité virtuelle n'est pas la seule solution pour travailler sur des technologies immersives. Merci. Est-ce que vous avez des questions déjà là-dessus sur ces quelques repères? Ça va? On continue. Une question qui me tracassait quand j'ai fait ces fameuses interviews là, de différents professionnels de la formation, c'était oui, mais par où on commence? C'est-à-dire comment finalement vient l'idée à un moment donné d'intégrer de l'immersif. Alors à la fois à la limite à l'échelle d'un établissement, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné des équipes d'un établissement éducatif décident de faire, et puis à l'échelle d'un parcours lui-même, et comment on choisit à un moment donné ce qu'on va ce qu'on va traduire, comment on va concevoir, etc. Comment on arrive là-dessus?
La réponse va être simple et claire. Ça dépend de l'objectif pédagogique qu'on a. Moi, quand j'ai un formateur ou un client qui vient me voir, je lui demande d'abord son objectif pédagogique. Si je peux répondre à son objectif pédagogique en faisant un jeu de plateau, eh ben, je ferai un jeu de plateau. S'il a besoin d'immerger son apprenant dans un univers où il y a des produits dangereux à manipuler, qui veulent former à manipuler ces produits sans risque, etc., je le mettrai dans la réalité virtuelle. Si on veut le former au poste de travail, on va utiliser la réalité augmentée, etc. Donc tout part de l'objectif pédagogique. À mon sens, il ne faut pas faire du numérique pour faire du numérique, ça ne sert à rien. Si on veut qu'il soit porteur de forme, enfin de fond, avec une forme un peu ludique, on peut aller sur ce genre de choses. Mais vraiment, encore une fois, tout part de l'objectif pédagogique et du fond qu'on veut mettre derrière. Enfin, c'est mon avis. Tu peux illustrer Oui, on peut illustrer. Par exemple, nous, au centre de formation, donc je vous l'ai dit, on est à la fois CFA et centre de formation continue, et on a la particularité d'avoir sur nos installations une mini-usine chimique. Quand je dis mini-usine, ça fait 500 mètres carrés quand même. D'accord ? Donc on en a fait un jumeau numérique pour pouvoir faire des pré-TP avant d'aller vraiment sur le réel, sur l'installation elle-même. Donc ces pré-TP vont pas. Je vais vous donner un exemple. On en a un qui sert à fabriquer de l'aspirine, chose qu'ils font dans le réel sur l'installation. Mais pour fabriquer cette aspirine, eh ben, on doit manipuler différents acides, on doit les mélanger, on doit utiliser un réacteur chimique qui fait 160 litres, qui peut éventuellement exploser, qui peut déborder, etc. Donc on les entraîne à utiliser cette installation en toute sécurité, sans prendre aucun risque. Et du coup, ça leur permet d'apprendre les bons gestes avant d'aller sur le réel. Mais ça ne remplacera jamais le réel. Ça ne remplacera jamais le vrai TP. Parce que le vrai TP, ben, on a l'odeur des acides, on a les EPI qui nous encombrent, les gants, les combinaisons, les masques à oxygène quand on manipule des différents produits, etc. Donc voilà un exemple qu'on utilise en interne. Alison, est-ce qu'il y a d'autres... Non, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Damien. Et en fait, il faut se dire que de manière générale, la réalité virtuelle, c'est extrêmement adapté quand on a des situations qui sont, pour diverses raisons, difficiles à reproduire dans un autre cadre d'environnement. Un exemple, une situation est difficile à reproduire quand elle est dangereuse. On ne va pas mettre en danger des apprenants juste pour leur montrer le déroulé d'un procédé de fabrication d'aspirine. Une situation va être difficile à reproduire quand elle nécessite un poste en particulier, quand elle nécessite différents acteurs, entre guillemets. On va prendre le cas d'une chasse au risque en restauration qui a été pas mal abordée ce matin et que nous n'avions pas à montrer. C'est compliqué de simuler une cuisine avec la vie qu'il peut y avoir, avec les différents postes, celui qui est en pause clope juste à côté de celui qui a laissé le frigo ouvert. Il faudrait mobiliser beaucoup de gens, scénariser pas mal. Là, on touche des choses où c'est quand même une forme de savoir toujours disponible et d'exercice pratique toujours disponible que d'avoir un casque de réalité virtuelle qui permet de reproduire des situations soit compliquées, soit complexes, soit trop coûteuses à mettre en œuvre pour pouvoir permettre aux apprenants de s'immerger et d'apprendre par la mise en situation. Et par l'erreur aussi. Et par l'erreur, ce qui est très important. Le facteur erreur est très sous-estimé dans l'apprentissage. Je vais rebondir aussi là-dessus. Imaginez, on parle de compétences qu'on appelle des montées en compétences sur de l'appareil, sur de la manipulation, sur ce genre de choses. Est-ce que vous voyez en formation faire venir un client et le mettre en colère juste pour pouvoir faire une formation de gestion de crise? Ça paraît aberrant comme ça. Typiquement, ce genre de choses est possible en réalité virtuelle. On peut travailler les compétences douces aussi en plongeant les personnes dans des immergentes, dans des univers qui sont dans des situations qui sont difficiles à reproduire, comme tu disais, mais pas forcément sur de la machinerie. Donc ça marche aussi sur ce genre de comportement. Et je vais rebondir sur ce que tu disais aussi, Damien, tout à l'heure. J'ai vu énormément de cas où on est rentré par la techno. Je veux faire un truc en réalité virtuelle.
Je vais vous dire où c'est aujourd'hui, c'est dans un placard. Je peux vous dire dans quelle boîte et dans quel placard il est rangé le casque. Il y a 5 casques rangés dedans, ils ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas été réfléchis en amont, intégrés dans une stratégie de déploiement, dans une stratégie de formation. Et c'est quelque chose qui du coup est totalement inutilisé. Donc on parle d'une dépense de 1200 € par casque, x 5. Je vous laisse faire les calculs après. Et je ne parle même pas de ce qu'il y a dans les casques, plus la production. C'est une belle transition justement pour aller sur le terrain des conditions de réussite. On verra aussi les freins qui sont associés. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre, Damien, Lison, illustrer par un projet qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place, peut-être aussi par test-erreur, par itération? Déjà, du temps. Les bons projets, c'est un peu comme les bonnes tartes, ça prend un peu du temps à faire. Il faut un peu d'amour, un peu de patience. Non, souvent, tout part... les plus beaux projets partent ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept. On se dit, OK, ce sujet-là, il est vraiment problématique, on a un vrai besoin. Si on doit mettre un petit ticket financier sur un projet, c'est sur cette thématique. OK, on définit le besoin, on fait une production en réalité virtuelle, on équipe... et il y a une longue phase, et c'est normal, il ne faut pas culpabiliser de prendre le temps d'expérimenter sur le terrain. Cette phase-là, souvent, elle est un peu sous-estimée dans beaucoup d'entreprises, mais c'est un facteur clé de succès, c'est ce côté, laissez vos formateurs, laissez vos accompagnants s'approprier le matériel, le logiciel, trouver les cas d'usage qui leur paraissent les plus pertinents, et que ça devienne un peu un outil qui soit naturel à utiliser pour eux. Et ça prend du temps, ça demande de l'accompagnement aussi. Il n'y a pas de succès de déploiement. Et là-dessus, je te rejoins totalement sur sans accompagnement des formateurs, voilà, la formation qui va bien, le support derrière, des outils qui facilitent l'utilisation et la mise en œuvre. C'est un ensemble en fait de critères qui fait que on sème une graine, on pose un terreau plutôt fertile, on laisse du temps au temps de faire les choses, et quand ça devient évident et naturel, là, ça prend une autre échelle. Nous, on a eu la chance d'avoir des clients avec qui ça s'est... on a eu ce passage à l'échelle. On est passé de une preuve de concept et 20 casques VR dans une grosse entreprise à on en déploie 200. Et il a fallu 2 ans entre on a 10 casques, enfin 20 casques, et on passe à 200. Et c'est pas choquant comme ordre d'idée, on commence petit, on teste sur des sites pilotes. OK, ça prend, c'est utilisé dans tel cas de figure, tel autre cas de figure. Maintenant qu'on déploie, on sait exactement dans quelle direction on va. Et donc, ça passe par une augmentation du parc matériel disponible, où tout le monde exploite le même type d'application. Et derrière, ça fait naître d'autres besoins. Et là, on quitte la preuve de concept, on est vraiment dans on a validé cette thématique-là, ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on peut aller plus loin? Et c'est vraiment une démarche de co-construction et d'accompagnement, en fait, tout simplement. Et on a eu pas mal de cas. On a travaillé avec des acteurs de la logistique sur ce genre de thématique. On a beaucoup déployé chez eux. On a eu la Ligue contre le cancer, où si vous pensez que vous partez de loin en termes d'accompagnement et de formateurs, sachez que dans la plupart des comités de la Ligue contre le cancer, il n'y a même pas d'accès Internet. Donc ils partent de très loin, ils sont vraiment pas technophiles, et pour autant, avec un bon accompagnement et les bons outils, on a des expériences qui sont utilisées pour sensibiliser au risque de 2 sur les 3 plus gros cancers meurtriers de France. Bientôt le 3e, j'espère. Comme ça, on aura fait un beau pari remporté avec eux. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une question de est-ce que je suis technophile ou pas, est-ce que j'aime la technologie. Quand une technologie, elle est bien faite, on oublie que c'est de la technologie. Vous avez tous un smartphone dans vos poches. Je pense que je ne prends pas trop de risques en affirmant ça. Quand c'est arrivé, les premiers smartphones, c'était un peu une catastrophe. Et puis un jour, il y a eu un modèle qui est arrivé et on a oublié que c'était aussi un GPS, que c'était aussi un lecteur de musique, parce que c'est devenu très naturel. Et aujourd'hui, plus personne ne se pose la question d'acheter un Nokia 3310. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que la réalité virtuelle existe depuis les années 70 quand même. On parle toujours de nouvelles technologies, mais c'est un peu vieux. Pour vous donner un exemple chez nous, plus concret au niveau du CFA, donc nous, on a commencé par un POC, etc. On a fini par entièrement scanner notre mini-usine, donc 500 mètres carrés à scanner en 3D. On l'a reconstruit, etc. On a fait un deuxième POC
auquel on a fait participer les formateurs, etc. On a fait tester les apprenants, parce que c'est bien de faire des trucs pour faire plaisir aux formateurs, excusez-moi, mais pour permettre à l'apprenant d'apprendre des choses et donc le mettre au centre du dispositif, c'est encore mieux, je pense. On en est à 3 ou 4 POC maintenant sur différentes applications, et maintenant on crée des modules spécifiques en fonction des demandes des formateurs. Notamment, je vous parlais tout à l'heure du simulateur de fabrication d'aspirine. C'est des choses dont ils ont besoin, pour lesquels on a fabriqué des simulateurs physico-chimiques qui calculent en temps réel la réaction chimique qui se passe dans le réacteur. Et on a créé aussi une interface commande, je ne sais pas si vous savez, mais une usine, ça se conduit avec un ordinateur. Derrière, il y a une SNCC qui permet de conduire l'installation. On a recréé aussi cette manière de conduire en virtuel. Et tout ça en fonction des retours terrain, des besoins de nos formateurs. Maintenant, on en est à la phase où on l'expérimente en formation. Comment on utilise ces outils en formation? Et là, ça devient un peu plus compliqué. Autant créer tout ça, c'est pas très compliqué, hein. On crée des jeux vidéo, il n'y a rien de très compliqué. De là à l'utiliser dans le réel en formation, là, on franchit un cap. Et en plus, il n'y a pas de recette magique, hein. Personne ne l'appréhende de la même manière. Donc, on expérimente différentes manières de faire. Moi, il y en a une que j'aime bien, que j'appelle la formation Fort Boyard. Pourquoi Fort Boyard? Parce qu'il y en a un qui vit l'expérience, et tous les autres apprenants sont censés aider leurs petits camarades. Donc, comme dans Fort Boyard, il y a toute l'équipe qui est derrière la porte, et il y en a un qui est dans la salle, qui doit aller chercher la clé, et les autres l'aident. Donc, on reproduit cette manière de faire, finalement, en formation. Et j'aime bien cette expérimentation, parce que c'est des choses qui marchent très bien, au retour des utilisateurs, enfin des apprenants et des formateurs. Ils arrivent à prendre en main, ça crée une cohésion, ça crée de l'émotion, ça crée du chahutement, enfin, ça crée vraiment une classe un peu bizarre, clairement, mais ça crée de l'émotion. Et quand on crée de l'émotion, vous le savez aussi bien que moi, eh ben on crée de l'ancrage mémoriel. Et du coup, ça leur permet de retenir ce qu'on leur apprend, tout simplement. Et c'est quand même le but d'une formation, il me semble. Et quelle est la place du formateur dans ce schéma Fort Boyard? Alors là, tu me lances un peu sur des débats que... Ok. Alors, la place du formateur, clairement, il n'est plus le sachant dans cette configuration-là. Il n'est plus le sachant parce que la connaissance, elle est apportée autrement. Par contre, c'est celui qui sait faire, c'est celui qui a la compétence. Et donc son rôle devient, quelque part, allez, je vais être provoque, un coach. Pourquoi un coach? Parce qu'il va aider nos apprenants à transformer une connaissance qu'ils ont acquise autrement, qu'ils peuvent avoir acquis sur YouTube, par exemple, en compétence. Chose que pourra jamais faire un ordinateur, une vidéo, un casque de réalité virtuelle, etc. Mathieu, oui, je te laisse aussi rebondir sur ces conditions de réussite. Ça va dans le sens de justement définir en amont une stratégie de déploiement de ces technologies et de l'intégration de ces technologies dans le parcours de formation. C'est un médium, il ne va pas remplacer un formateur. C'est l'équivalent d'un PowerPoint version améliorée. C'est un outil. Exactement. Le formateur doit avoir sa place dedans. Il va apporter autre chose dedans. Il va apporter un autre regard dedans. Mais tout ça se définit effectivement dans une stratégie en amont. Si on prend un peu la vision macro sur le sujet, c'est vraiment ça derrière qu'il va falloir intégrer. On parle là de conduite du changement. On parle là d'intégration de nouvelles technologies. Donc il va falloir former le formateur. Il va falloir intégrer cet outil et même au niveau des apprenants, leur apprendre à utiliser l'outil, leur apprendre à assimiler l'outil et ce qu'il va pouvoir apporter. Donc il y a aussi toute une dimension autour de ça, dans cette vision macro que je disais, d'appréhender tout ça, de définir tout ça dans une stratégie de déploiement qui sera cohérente et qui permettra justement d'apporter tous les bénéfices qu'on a évoqués précédemment. Et on remarque exactement les mêmes phénomènes sur du e-learning. C'est exactement le même problème.
Alison, il y a un mot que tu as employé à plusieurs reprises quand on a préparé cette table ronde, c'est le mot accessibilité. Oui, bah, ça revient un peu sur ce côté oublier l'outil, oublier le côté technologique. Alors oui, on peut former tant qu'on veut des formateurs. Vous êtes tous des gens bien câblés avec des cerveaux qui fonctionnent. Maintenant, si demain on vous demande si on vous forme au centre de pilotage d'un lancement d'une fusée dans l'espace, ça fait peut-être un peu beaucoup par rapport à votre rôle et à vos attentes. Donc nous, ce qu'on aime chez Univers Studio, c'est l'accessibilité. On en parle beaucoup dans les applications, où l'idée c'est d'avoir des applications qui sont très simples à utiliser. Et on ne passe pas 10 minutes à expliquer à chaque apprenant comment il interagit avec son environnement. Pour vous donner un ordre d'idée, une manette de réalité virtuelle, je crois qu'il y a 5-6 boutons dessus, chaque. Ça fait 12 boutons au total. On en utilise un seul. On en utilise un seul, parce qu'on a remarqué que quand on en mettait 2 ou 3, ça devenait compliqué. Donc en fait, la règle en termes d'accessibilité chez Univers Studio pour les apprenants, c'est un seul bouton. Donc il faut juste qu'ils arrivent à le trouver. Il est sous l'index, hein, on ne va pas chercher bien loin. Mais un seul bouton permet de tout faire. Alors nous, on se fait des nœuds au cerveau de notre côté pour vous permettre de tout faire avec un seul bouton. Mais c'est notre travail et c'est notre expertise. L'accessibilité, c'est aussi côté formateur. On peut vous former, vous accompagner. Quand nous, on parle de formation chez Univers Studio, la moyenne des formations sur les kits matériels que nous, on prépare, qu'on préconfigure et qu'on vend, elle est de 20 minutes. Je n'exagère pas. On a formé plus de 200 collaborateurs dans un groupe logistique en 20 minutes, clé en main, pour qu'ils sachent utiliser leur matériel. On a très peu de support parce qu'en fait, c'est de la préparation. Je reviens tout à fait sur le côté, c'est une stratégie. Il y a la stratégie du je veux tout faire moi-même. Dans ce cas, ok. C'est louable, bon courage à vous. Et il y a la stratégie il y a des solutions qui existent, qui ont été pensées pour vous, qui facilitent clairement le pilotage, l'utilisation de matériel de réalité virtuelle en formation, et où il y a 3 clics à faire pour lancer une application, quoi. Et nous, ça fait depuis 2017 qu'on bosse sur ce sujet, parce qu'on a bien vu qu'on aurait beau faire les meilleures applications du monde et les meilleures expériences VR du monde, si derrière on n'a pas cette capacité à rendre la chose facile à utiliser dans un contexte de formation, on ne parle pas de jeux vidéo, là on est vraiment un enseignant seul face à entre 8 et 12 apprenants. On n'a pas envie de passer pour un peintre parce qu'on n'arrive pas à connecter le casque et à lancer l'application. On a envie que ça soit simple et que ça fonctionne tout de suite. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, on faisait déjà des applications multi-utilisateurs en mode métaverse, etc., avant même que Meta commence à en parler. Et en fait, aujourd'hui, ces applications-là, je peux vous dire dans quel placard elles sont, dans quelle entreprise. Parce que c'était des fusées. On était sur quelque chose d'incroyable techniquement, mais on avait oublié la partie OK, le formateur dans tout ça. Est-ce que c'est facile pour lui ? Est-ce qu'il arrive à piloter ? Est-ce qu'il arrive à accompagner ? Et à l'époque, c'était pas le cas. Et nous, on s'est pris une claque chez Univers Studio. Il y a eu un avant et un après un projet avec Pôle emploi, où on a travaillé avec Pôle emploi, et Pôle emploi arrivait en mode OK, le public, c'est les gens dans les casques. Ça sera des demandeurs d'emploi, éloignés de l'emploi, de la formation et de la technologie accessoirement. Et les utilisateurs de l'application, ça sera des formateurs d'organismes de formation qui sont un peu quand même plutôt dans l'économie sociale et solidaire ou sur des thématiques un peu d'insertion professionnelle. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça soit utilisé. Aujourd'hui, c'est utilisé, c'est déployé dans plein de pôles emploi, auprès de plein de centres de formation, et c'est une de nos plus belles fiertés, et c'est parce que tout simplement, avec ce projet, avec cette approche, on a remis l'église au milieu du village, on a remis l'accessibilité au cœur de tout le reste, et voilà, au service de l'utilisateur, qu'il soit formateur ou apprenant. Mathieu, tu accompagnes des équipes, justement. Quels sont les freins, les freins que tu observes de la part, pas uniquement des formateurs, des personnes que tu accompagnes, et est-ce que tu peux illustrer par quelques des beaux retours d'expérience ? Alors, les freins, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui sont évoqués. La conduite du changement et l'intégration d'une technologie nouvelle est déjà un frein à proprement parler. Donc, typiquement là-dessus, nous on a un parcours de formation pour permettre aux formateurs de maîtriser
leur casque, maîtriser et piloter une session de formation. Donc dès lors qu'on va transmettre aussi ce savoir aux formateurs, on est très centré sur celui qui transmet le savoir. Pardon. On est très orienté sur ces profils-là. On s'intéresse forcément à l'utilisateur final, mais dès lors qu'on a levé ce frein-là de l'intégration de technologie et de la difficulté qui n'en est pas aujourd'hui, comme tu disais, on simplifie énormément les choses pour rendre ça accessible, on a déjà levé un frein. On l'a fait avec la BPCE, on a formé 6000 personnes à l'utilisation des casques dans les banques pour déployer, alors on a formé un groupe de 200-300 personnes qui, eux, ont formé 6000 personnes pour des compétences douces de gestion de clients dans les banques. Donc tout ce qui est relations clients, communication de crise, échange et discussion avec ces profils-là. Donc l'un des freins, ce serait celui-là. Un deuxième frein à lever, et celui-ci est un peu plus compliqué, c'est les coûts, forcément, parce qu'on va tout de suite parler de coûts. À la fois le coût d'acquisition du matériel et le coût de production des contenus. Et encore une fois, là, je vais revenir sur quelque chose de très en amont avec justement ces éléments de stratégie pour définir avec précision ce que pourrait apporter l'immersif et de se focaliser sur l'apport de l'immersif pour ne produire que ce qui sera nécessaire et qui va s'intégrer dans un parcours. Donc les coûts en amont peuvent être importants. L'impact derrière et la réduction des coûts de déplacer des formateurs, de déplacer des apprenants, de tous ces aspects-là d'utilisation de matière, de mise en danger, de risque, d'utilisation machine. Il y a beaucoup d'autres coûts derrière qui peuvent être pris en considération qui font que l'utilisation des technologies immersives et le coût lié aux technologies immersives peut être vraiment intéressant. J'ai parlé de 2 freins, il y en a beaucoup d'autres. Je rebondis sur l'aspect financier, parce qu'on sait tous que c'est le nerf de la guerre. Sachez que dans le plan France 2030, sauf erreur de ma part, il y a beaucoup de réalité virtuelle. Donc profitez-en. Non, il y a beaucoup de... Nous, aujourd'hui, honnêtement, sur les activités d'univers, il y a peut-être 50% de nos clients qui font financer leurs projets par l'État. La police technique scientifique, bon, eux, à la limite, ils font déjà partie de l'État, mais on a travaillé avec eux, ça a été financé par France Relance. On a des maisons familiales et rurales qui ont obtenu des budgets de la région, des universités qui travaillent avec les régions, avec les plans de financement étatiques aussi. Il y a beaucoup d'appels à projets. Donc c'est un job que d'aller les identifier. Et il y a aussi aujourd'hui de plus en plus d'engagement de l'État dans le fait de vous accompagner et de vous aider avec des impératifs de biens communs numériques. Oh, il y a plein de mots pour le désigner, mais en gros des modules gratuits. Si on doit parler à plein chat, un chat. Par exemple, nous, on a une série de 6 modules sur 6 domaines différents qu'on a développés avec Pôle emploi, justement. Et l'objectif, c'est, OK, ils ont financé, maintenant, c'est facile à déployer, gratuit, et ça enlève ce premier frein. Et ça vous permet d'expérimenter, de voir comment ça se passe en cours, en ayant juste le coût matériel qui est pas du tout la plus grosse partie du coût dans la réalité virtuelle. Oui, ça va se développer là à la rentrée. Il devrait y avoir pas mal d'appels à projets. Juste une dernière question avant l'échange, peut-être. Damien a évoqué le déplacement, l'évolution de la place, du rôle du formateur. J'aimerais bien vous entendre aussi, Mathieu, Alison, là-dessus. Comment vous voyez le formateur dans 20 ans ? Dans 20 ans, waouh. Ah, déjà, avec les cheveux un peu plus gris. Non, il garde ce rôle central. Il y a ce côté très guide à travers le savoir. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, l'apport d'informations, il a quand même beaucoup changé avec l'arrivée d'Internet dans les foyers. Et j'ai envie de dire, au-delà d'Internet, surtout l'arrivée des smartphones. Parce qu'avant, il y avait Internet, ok, mais il y avait encore cette barrière du device qui était l'ordinateur. C'était souvent l'ordinateur familial avec la connexion 56K, facturé à la minute, tout ça. Donc c'était un autre monde. Mais du moment qu'il y a eu Internet dans la poche de chacun, il y a ce côté accès à l'information qui est permanent, sans limite. Alors la bonne ou la mauvaise information, là on tient un autre sujet, un autre débat. On n'est pas là pour le détricoter, mais il y a ce côté accès au savoir en permanence. Donc en fait le formateur il peut plus être dans cette posture de j'apporte de la connaissance, différence connaissance-compétence, parce que la connaissance on peut l'avoir de mille et une manières et elle peut être bonne ou mauvaise.
mais en tout cas, elle est accessible. Et on est plus sur ce côté transformation. Je reviens totalement, je paraphrase Damien. C'est quoi, quel est le mot? Des transformateurs. Des transformateurs. Voilà, moi j'appelle souvent ça. J'ai plutôt ce côté guide. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de bouleverser, de révolutionner leur quotidien pour les amener vers ce petit pas qu'est la réalité virtuelle. C'est pas non plus... voilà. La réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple. C'est un smartphone à l'intérieur des casques que vous avez vu là-haut. C'est un téléphone Android mis sous plastique avec 2 manettes. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même... c'est pas sorcier, on n'est pas sur de la magie, on n'est pas sur de la sorcellerie. Et ça reste des choses qui sont relativement faciles à prendre en main, qui vont demander un peu de temps, comme tout, hein, comme toute chose, il faut un peu de temps. Mais en tout cas, c'est un outil formidable parce que vous allez découvrir vos apprenants autrement. L'appellation Fort Boyard, je rejoins totalement Damien. On l'a expérimenté aussi en formation, ce côté un apprenant dans le casque et les autres qui sont en train de vivre avec lui ce qu'il voit, lui indiquer plein de choses. Ah, regarde à tel endroit, je crois qu'il y a ça. Et en fait, non, ils sont complètement en train de se planter. C'est pas du tout ça. C'est très drôle à observer en tant qu'observateur extérieur. Et la réalité virtuelle, elle est aussi là pour ouvrir un débat. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des apprenants qui vont apporter telle réponse au lieu de celle qui était attendue. On a ces résultats, on sort ces données, et derrière, l'idée, c'est de dire... en fait, peut-être que sa réponse, elle n'est pas, elle est pas fausse, elle n'est pas vraie. Peut-être qu'elle mérite juste d'être abordée et évoquée, et qu'on réfléchisse ensemble à pourquoi peut-être qu'elle n'était pas adaptée à ce moment-là, ou peut-être qu'au contraire, elle est plus adaptée que la réponse qui est estimée comme étant juste par le casque. Ce rôle-là, vous l'aurez toujours. C'est vous les maîtres. Vous êtes les maîtres à bord. La réalité virtuelle, c'est un outil qui est ludique, qui transpose un peu les relations dans une autre sphère. Mais ce rôle de faire réfléchir et de faire grandir quelque part vos apprenants, ça sera toujours à votre main, en fait. Alors, très paradoxalement, je vais dire que le formateur dans quelques années ne sera pas beaucoup plus geek que ce qu'on a aujourd'hui. Il ne le sera peut-être même pas du tout. De mon point de vue, il y aura toujours des entreprises compétentes pour intégrer les technologies et leur faciliter. On en a la preuve ici. Il y aura toujours des structures qui sont capables d'apporter du conseil, de la stratégie pour les orienter. Et le formateur, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer sur l'humain. Il va se concentrer sur les gens qu'il a en face de lui, qu'il va devoir former, à qui il va devoir transmettre des savoirs et des compétences. Et tous ces éléments-là, en fait, vont l'aider à le faire. Mais ce ne sera pas lui qui va le construire, ce ne sera pas lui qui va le fabriquer. Il aura peut-être à le commander, mais comme tu le disais tout à l'heure, les smartphones, on n'en avait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en a tous un dans la poche et on sait très bien s'en servir. On va adopter ces technologies très facilement, puisqu'on va faire en sorte qu'elles soient facilement adoptées. Tu citais tout à l'heure effectivement l'avènement du smartphone. Je ne vais pas citer cette marque avec la pomme croquée, mais globalement, ils n'ont pas inventé grand-chose. Mais à chaque fois qu'ils se sont lancés dans un sujet, ils l'ont mis à la portée de tout le monde. Le smartphone, à l'époque, la tablette, ça existait avant eux. Aujourd'hui, le casque de réalité mixte, toutes ces technologies, elles existaient avant eux, mais ils vont le démocratiser, ils vont le rendre simple à utiliser. C'est ça la force qu'ils vont apporter. Donc le formateur, il va se concentrer sur ses apprenants. Pour moi, c'est comme ça que je le vois toujours. Bon, on y va pour un petit tour de questions ou de réactions. Je ne sais pas, est-ce que certains ont envie d'apporter un témoignage? Est-ce que vous avez eu quelques clés ici? Est-ce qu'on a des utilisateurs de technologies immersives? Est-ce que vous en avez déjà utilisé dans la salle? Personne? Ok. Alors. Il y en a 2-3 qui ont testé dans la salle, je les reconnais. Vous voulez bien faire part de cette petite expérience? En effet, j'ai été repérée. Écoutez, c'est vrai que c'était ma première et c'était très adapté aux formations en CAP équipé polyvalent du commerce ou bac commerce. Du coup, on a un peu échangé avec Alison. C'est ludique. C'est vrai que la prise en main est facile.
parce que j'étais un novice, donc même si au niveau c'était le pouce parce qu'il y avait plein de manettes, en effet, il n'y en a qu'une, il n'y a que l'index qui doit être utilisé. Et j'imagine pouvoir le proposer aux équipes et ça peut être en effet un bon complément de cours pour varier les supports, ou pour des choses que tous les apprenants, puisqu'ils n'ont pas la même entreprise, donc toutes les activités ne sont pas réalisées. Du coup, ça permet de traiter une activité qui ne serait pas traitée dans les entreprises dans lesquelles ils sont formés. Donc voilà, c'était une belle expérience. Bonjour. Moi, j'aurais une petite question au niveau de la conception, un peu, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les outils immersifs sont des outils. Et la première étape, comme vous l'avez dit, c'est de définir un objectif et une stratégie et des scénarios. Donc, nous, à l'échelle d'un centre de formation professionnelle, à la place de certains collègues, si on veut effectivement, à l'échelle de métier, pouvoir utiliser ce type d'outils, quels seraient les conseils en termes de prise en main, quoi, en tout cas en termes de conception, que pourriez-nous... Toujours aller chercher l'épine qui pique le plus ou le caillou qui incommode le plus. C'est toujours pour prendre le sujet le plus épineux, quoi. La partie du programme où on voit qu'il y a très peu de rétention de l'information, le plus gros taux d'échec. Vraiment, la réalité virtuelle, elle est là pour résoudre un problème. Et si elle ne répond pas à ce rôle-là, c'est que c'était peut-être pas le bon outil, tout simplement. Donc toujours prendre un peu le sujet le plus problématique. Nous, on a beaucoup de clients privés où typiquement, ça va être la sécurité. Voilà, Damien, il peut en parler en long, large, en travers. On a un peu des clients comme lui, sauf qu'ils n'ont pas leur propre service. Mais c'est ce côté, en fait, il y a des accidents du travail. Il y a beaucoup trop d'accidents sur cette partie-là. Donc, la priorité... c'est ce module-là parce qu'on a besoin de sensibiliser rapidement au fait que le haillon du camion, quand on est en train de décharger avec un gerbeur, en fait, on peut tomber, on peut se briser la colonne vertébrale et c'est une réalité, en fait. Donc, toujours prendre le truc le plus épineux, ou en tout cas où ça peut avoir le plus d'impact. Et c'est pas forcément le plus compliqué. C'est pas forcément le plus complexe. Des fois, ça peut être des sujets très simples, mais à côté sur lesquels on a échoué, entre guillemets, pédagogiquement avec d'autres outils, et avoir ce côté, voilà, du moment que c'est un sujet épineux et peut-être parce qu'il est compliqué à reproduire, et du coup il a peu d'impact parce que les apprenants n'arrivent pas à se projeter, là on tient vraiment un sujet en or pour commencer à concevoir, et après l'idée c'est trouver un partenaire avec qui vous pouvez faire de la co-construction. L'idée, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui a l'habitude de construire ce genre de projet. Honnêtement, des gens qui font de la réalité virtuelle de qualité aujourd'hui, on a beaucoup en France. Et trouver vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez co-construire votre projet, qui va vous aiguiller. Et n'hésitez pas à parler d'argent. Nous, souvent, on a des clients qui arrivent et qui n'osent pas dire le budget, etc. Nous, si vous nous dites le budget... souvent, il y a des enveloppes étatiques derrière ou autre, mais voilà, on sait, vous nous dites, on a 15 000 €, ok, nous, on voit ce qu'on peut vous proposer qui rentre dans cette enveloppe. Par contre, si on est sur un espèce de budget mystère, où vous arrivez avec plein de besoins, nous, du coup, on a plein d'idées, parce qu'on a des gens créatifs, comme l'a dit Damien, et des fois, ça va être décorrélé de vos réalités du terrain. Et puis, pensez aussi à la mise en œuvre. Nous, on l'a dit souvent, il faut que ça reste simple pour les formateurs, pour les apprenants. On a eu le cas il n'y a pas longtemps d'un client qui était têtu, qui a dit non, je veux de l'ultra-réalisme. Ok, le module, il est inutilisable. On a fini par céder en lui disant ok, tu veux, on va te montrer ce que ça donne. Et le deuxième module, c'était on a eu carte blanche pour faire comme nous on voulait, parce que il faut pas oublier la pédagogie, faut pas oublier que c'est très cool de faire de l'ultra-réalisme, mais que c'est encore mieux si les apprenants arrivent à utiliser la solution et qu'ils apprennent des choses. Si je devais vous donner 2 conseils sur le sujet, le premier, n'hésitez pas à faire appel à des experts sur cette technologie immersive pour vous accompagner. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément parce que vous n'avez pas intégré ces technologies. Et ces experts vont vous donner un deuxième conseil qui est comment transposer et quelle est la pertinence de transposer votre problématique dans l'immersif. Damien disait tout à l'heure, c'est pas forcément le cas.
il y a d'autres solutions qui existent et qui sont tout aussi pertinentes. La technologie immersive en elle-même n'est pas forcément indispensable pour l'ensemble des sujets. Donc, réfléchissez vraiment à ces problématiques qu'évoquait Alison. Est-ce qu'elles ont vraiment cette pertinence liée à une problématique que vous pouvez avoir? Donc la réflexion de la transposition est importante. Bah, tu as dit exactement ce que je voulais dire. Pensez pas techno. Pensez objectif pédagogique, scénario pédagogique. En fait, on va écrire un film, quelque part. Un truc immersif, c'est comme un jeu vidéo, et un jeu vidéo, c'est un film interactif. Donc pensez à écrire votre film, écrivez votre scénario, écrivez l'histoire que vous voulez raconter, et après, vous choisirez dans quel cadre vous le mettez. Il y a des formateurs ici qui ont... Vous êtes formateur? Ah, très bien. Donc je vais me montrer un peu plus frontal parce qu'effectivement, c'est notre boulot. Là, on parle de sécurité, par exemple. Je suis ébéniste, je travaille sur des machines dangereuses. Et c'est mon travail d'apprendre à utiliser la machine dangereuse. C'est l'enjeu de la formation. Et c'est ce qu'attendent les entreprises artisanales, c'est que les jeunes soient formés efficacement là-dessus. Donc c'est effectivement, là vous nous proposez des simulateurs de vol qui sont super intéressants. Mais c'est un outil de transfert entre la réalité et l'apprenant, quoi, en gros. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi j'adorerais avoir des simulateurs de vol. D'ailleurs, on l'a souvent pensé en équipe, essayer de faire des vidéos, les mettre sur le NT. Mais d'abord, c'est chronophage. Et donc, effectivement, une solution comme celle que vous nous proposez, c'est-à-dire un budget pour travailler avec nous, ça serait génial. Sauf que pour l'instant, on n'a pas vraiment l'adéquation. Et je ne vois pas encore la possibilité de l'école d'investir sur un champ comme ça. Alors, si effectivement c'est une réalité, moi j'y vais direct. Effectivement, si vous nous donnez des outils immersif, parce que moi je vois plein de champs d'application. Toutes les machines peuvent être exploitées. Le pistolet dans la cabine à vernir peut être utilisé pour pas... Enfin, vous voyez, il y a plein de lieux. Mais voilà, est-ce qu'on est capable de suivre financièrement sur ça? C'est une autre histoire. J'y vais. Alors après, si la SEPR a les moyens ou pas, j'en sais rien. Comme l'a dit Alison, il y a des financements qui existent. Il y a plein de guichets auxquels on peut aller taper. Après, je vais prendre le cas d'Interfora, parce qu'on est aussi CFA. On a financé sur fonds propres 3 ans de R&D pour commencer à développer nos outils de production, pour développer les premiers modules, faire les premiers POC, etc. On a financé en fonds propres avec du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Tout ça pour dire que c'est une stratégie de l'entreprise elle-même. Nous, on pense que c'est un vrai relais de croissance financière, enfin de chiffre d'affaires, hein, pour notre centre de formation. C'est pour ça que j'ai été embauché à la base. Et donc c'est vraiment une stratégie d'entreprise après. Mais 3 ans de financement de R&D, ça coûte cher. J'ai eu des retours là, très récents de CFA qui me disaient qu'à un moment donné, ça vaut le coup aussi de mettre à plat les coûts associés à la création ou au renouvellement d'un plateau technique, les coûts associés à la matière première. Voilà. Ça peut valoir à un moment donné le coup de s'interroger aussi et de voir... Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas suppléer au réel. On peut amener l'apprenant dans une situation mieux sécurisée, on peut lui faire parcourir des gestes, et effectivement, je pense que c'est vraiment super passionnant, mais à aucun moment, nous, dans les métiers d'art, on peut sortir de l'expérimentation. L'expérimentation est essentielle, en fait. Elle permet le déploiement de l'intelligence et de la main, et c'est en plus, si on enlève cette partie-là, cette rencontre du réel, on va sur un sentier
qui est celui de l'industrie peut-être, qui est peut-être, j'en sais rien, hein, mais qui cohabite pas vraiment avec. Et moi, c'est vrai que là, il y a un frein pour moi, c'est que moi, je fais de la méthode expérimentale depuis toujours, hein, et de l'investigation jusqu'à la pratique, et c'est passionnant. Et voilà. Et alors, je vois bien les outils parce que j'en utilise partiellement dans mes petits moyens, hein, parce qu'on n'est pas encore très loin, s'en faut, du virtuel et de ces choses-là. Mais évidemment, l'interaction, la ludicité, toutes ces choses-là, on les a déjà intégrées, on les utilise, et effectivement, on travaille sur un écosystème de notre classe pour le faire vivre et pour le rendre le plus passionnant possible. Et effectivement, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu réel. Et c'est là où moi, le filtre, vous voyez, le filtre du simulateur de vol, hein, puisque j'y reviens, c'est une image, mais en fait, c'est ce que vous nous avez expliqué. Hein, et c'est un magnifique simulateur de vol, et vous êtes certainement des super pros pour le faire, ça j'en doute une seconde. Pas une seconde, je veux dire. Mais voilà, ça reste que j'ai du mal quand même à me synchroniser, quoi. Non, vraiment, l'un n'empêche pas l'autre, les deux sont très complémentaires. On ne peut pas retirer la partie pratique des métiers manuels. On peut se positionner, avoir un projet qui est bien défini. Donc on sait un peu côté réduction des coûts de la matière première, les formateurs, les coordinateurs pédagogiques, les différents corps de métier pour se dire ok, cet axe-là, voilà, pour moi c'est pas intéressant, la clé, c'est pas l'enjeu. Par contre, il y a de faire de l'expérimentation virtuelle, mais en plus, pour en citer souvent des fois, de valoriser, de communiquer sur des métiers ou des filières en tension. Alors ça, c'est aussi un tips. Il y a eu quand même la moyenne des dossiers, il y a beaucoup de filières qui peinent aussi à recruter aujourd'hui des consortiums avec des CFA, des centres de formation, des apprenants avec la bonne des boîtes de l'enseignement supérieur. Et du coup, la notion d'attractivité très mixte et voilà, la moyenne, elle ouvre des portes aussi et d'autres guichets financiers encore que celui de la pure formation plus modeste. Donc, pas hésiter vraiment à trouver, à identifier la gêne auquel vous allez pouvoir être éligible et partir sur cette première brique. Et c'est vraiment une fois que cette première brique est posée que tout le reste des guichets, honnêtement, pour développer de la réalité virtuelle, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il faut juste en identifier un. Après, on l'a dit plusieurs fois, je reviens sur ce que vous disiez, ça n'a pas vocation à remplacer le formateur ou le geste ou quoi que ce soit. C'est un complément. Et moi, ça fait 20 ans que je suis dans le digital, ça fait 20 ans que je dis qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin d'odeur, qu'on a besoin de toucher, etc. Et pour avoir fait les beaux-arts, et donc dans des métiers plutôt artistiques, on va dire, on ressentira jamais la viscosité de la peinture en virtuel, clairement. Il faut prendre ça vraiment comme un outil. Et toutes ces questions, moi j'ai une question quand même pour vous, toutes ces questions que vous vous posez, est-ce que vous vous posez les mêmes quand vous allumez votre ordinateur et que vous diffusez un PowerPoint? Menteur. Si on rentre sur le plan déontologique, je peux vous emmener très loin. Parce que là, je vais être encore plus critique. Non, mais tout ça pour dire que c'est, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, c'est un outil. C'est un outil au même titre que PowerPoint, au même titre que votre smartphone, etc. Alors, parce après, que justement, tout dépend de ce qu'on fait de l'outil. La problématique de la déontologie, de l'ontologie, si on rentre là-dessus, là c'est encore plus compliqué parce que le modèle qu'on emprunte, moi je le discute depuis sa naissance. C'est-à-dire que moi j'ai été éduqué à l'épure, au dessin à la main. J'ai appris comme ça et j'ai très très bien appris comme ça. Et on m'a fait gober le numérique, le Internet, le téléphone portable et maintenant l'IA et le monde virtuel. Et je m'en sors, évidemment, je m'en sers. J'essaye même de le rendre amusant dans ma vie. Mais néanmoins, je ne suis pas du tout certain que ce soit la bonne position. Je suis même parfois enclin à me dire qu'on se plante complètement. Est-ce qu'on emmène vraiment notre univers dans la bonne direction par là? Ça, c'est très questionnant. Et tout le monde y va, mais on est tiré par les GAFAM, et tout le monde y va. Allez, tout le monde. Mais je ne sais pas. Moi, je pourrais être tout à fait critique sur ce plan-là. Alors, moi, je vais rebondir sur juste un mot qui a été prononcé là qui me pose quelques soucis aujourd'hui, les GAFAM en question. Tout à l'heure, tu parlais de France Immersive Learning. La vocation de France Immersive Learning, c'est une association, loi 1901, qui a pour vocation de rallier l'ensemble des acteurs de technologie immersive en France et de préserver la souveraineté française sur le sujet.
Donc l'objectif aussi, et c'est un sujet qui a été évoqué tout à l'heure avec l'IA, d'essayer de maîtriser aussi le savoir et les informations qui sont transmises à ces technos-là et à ces supports-là. Maintenant que j'ai dit ça, je vais aller un peu à l'inverse, bizarrement. On parle tout à l'heure du nerf de la guerre et des financements. Il n'y a pas que des financements français. Je sais qu'il y a le 3e appel CMA là, qui est en cours, mais moi j'ai accès, si vous le souhaitez, à ce qu'on appelle des open calls au niveau européen de financement de POC pour l'éducation, de proof of concept liés à l'éducation, donc qui vous concernent à 100% et qui peuvent vous ouvrir des petits budgets de tests. Et quand je parle de petits budgets, je parle de 150 000 €. Donc, ça permet et ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Et c'est des choses qui sont européennes. On est européen, on a la chance de pouvoir aussi en bénéficier. Donc, c'est des dossiers. Alors, il y a une grosse partie administrative, tout comme les CMA, hein, à monter ce genre de dossier. Mais vos structures administratives sont là pour vous épauler et monter des consortiums avec des structures qui sont en capacité de vous apporter du savoir sur le sujet d'un point de vue technologique et d'un point de vue technologie immersive. Il en existe pléthore de très compétentes, ce que tu disais, Alison, et je suis certain que vous en trouverez très facilement. Aujourd'hui, ChatGPT, Midjourney, toutes les IA les plus courantes sont malheureusement pas du tout encore, je dirais, européennes. Et donc, ça c'est un détail dans l'univers de l'IA. Tout à fait. On les utilise. On n'a pas encore fait de loi dessus, mais ça va pas tarder. C'est notre force. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors tout à l'heure, il a été dit qu'il fallait essayer de trouver un peu la problématique épineuse. Moi, je pensais aux publics atypiques qui sont souvent un peu mis de côté dans les classes. Et chez nous, en fait, on a par exemple les FLE, voilà, qui sont pris en charge d'ailleurs par un super service qui fait de l'individualisation. Mais du coup, voilà, c'est pas simple. Donc moi, je voulais savoir si toutes ces technologies pouvaient justement intervenir dans la gestion des publics atypiques pour pouvoir les aider et décharger, entre guillemets, un petit peu le formateur. Voilà. Alors c'est une super question et c'est très intéressant. On parle d'intégration, on parle d'accès à la formation et à l'éducation pour l'ensemble des différents publics. Encore une fois, je vais me répéter là-dessus. Oui, très facilement. Comment ? En l'intégrant en amont dans les problématiques et la stratégie à poser. Donc dès lors que ces éléments-là se sont... Alors, je vais parler de contraintes et c'est horrible, mais ce n'est pas dans le sens péjoratif. C'est ce qu'on appelle une contrainte d'un cahier des charges. On a effectivement une population cible. On a différentes populations cibles à traiter. Moi, ça m'est déjà arrivé de produire des contenus pour des structures où les apprenants que j'allais en face ne savaient ni lire ni écrire. Donc, on est obligé de travailler sur des règles qu'on appelle le FALC, le facile à lire et à comprendre. On est obligé d'intégrer ces éléments en amont. Mais dès lors que c'est intégré en amont, et que ça ne vient pas comme une fleur se poser à la fin de la production du contenu, ça s'intègre très facilement et ça permet justement de faire de l'inclusif. Le principe même de la réalité virtuelle en formation, c'est d'apprendre autrement. C'est d'apprendre par le faire, par la simulation, par le fait d'être immergé dans un environnement dans lequel les facteurs sont maîtrisés. Voilà, on maîtrise, on contrôle. C'est de la 3D, c'est une simulation, on peut jouer sur tous les paramètres. C'est particulièrement adapté effectivement à cette dimension inclusive parce qu'on peut apporter, un même message pédagogique peut être apporté de plein de manières différentes. Ça peut être visuel, auditif, ça peut être purement représentatif et induit, ça peut être... on peut donner toutes les formes, en tout cas tous les médias peuvent s'intégrer à la réalité virtuelle. Donc c'est un média qui peut inclure d'autres médias, c'est un peu la magie du truc. Et donc il y a ce côté hyper adapté. L'Université de Lyon d'ailleurs porte un gros projet là-dessus qui s'appelle Include, qui a comme vocation d'inventer le campus inclusif de demain et se pose beaucoup de questions sur comment on peut mettre cette technologie au service de l'inclusion. Il y a ce côté apprendre autrement. Il y a aussi cette dimension asynchrone de ok, on a des apprenants qui ont peut-être besoin d'un peu plus de temps que les autres sur certains sujets. Et avec la réalité virtuelle, il y a ce côté savoir, le savoir il est toujours disponible. Même si on n'a plus de disponibilité, si les formateurs sont pas disponibles à ce moment-là ou qu'on n'en a qu'un pour un groupe de X personnes,
On a un outil qui, lui, il est toujours là, du moment que le casque il est chargé. Voilà, on l'allume, on le met sur la tête et on peut prendre son temps, prendre plus de temps peut-être que d'autres pour arriver au même niveau de connaissance et de compétence. Donc c'est un autre facteur intéressant. Et le troisième, j'avais un troisième point super intéressant. L'active learning, ouais, non, c'était plus sur... Ah oui, changer de regard aussi. C'est ce côté, on parle souvent des apprenants qui ont des difficultés ou autres, le FLE, etc. Nous, on a des projets qui sont déjà utilisés par l'IFRA, notamment, sur du FLE. C'est des projets qui n'étaient pas du tout prévus pour à la base. Et ils ont trouvé ça très intéressant de se dire, OK, on a un public français langue étrangère. On les met dans le casque et on leur dit, va dans la cuisine. Et juste de voir s'ils reconnaissent, en fait, la cuisine, c'est tel espace, c'est tel endroit. C'est pareil, on met un peu de ludique, un peu d'émotion positive dans l'apprentissage et ils l'utilisent comme ça alors que c'est un usage détourné qui avait pas, pour le coup pas du tout été pensé en amont. Le dernier point, c'est vraiment ce côté des fois changer de regard en tant qu'accompagnant, en tant que pédagogue, en tant que formateur sur ce type de handicap. Là, nous aujourd'hui, on est en train de déposer un dossier auprès de la région pour avoir justement une expérience immersive où on se met dans la peau d'un dyslexique, d'un daltonien, de quelqu'un qui est atteint de toutes sortes de troubles et on peut se rendre compte concrètement de ce que c'est que de vivre avec ce trouble-là au quotidien, de répondre à une consigne qui paraît simple quand on est de l'autre côté du miroir et qui devient très très compliquée pour quelqu'un qui est atteint de ce trouble-là. Donc la réalité virtuelle, non seulement c'est un bon outil pour ce type de public, mais c'est aussi un très bon outil pour accompagner des formateurs et des accompagnants dans une meilleure compréhension et quelque part, avec une meilleure compréhension, une meilleure prise en charge derrière. Julie, on s'arrête là. Ah pardon, Damien, pardon. Pour vous donner un exemple, nous, notre public est très souvent très infra-bac, voire infra-brevet. D'accord. Et on arrive quand même à les former avec ce genre d'outils. Donc ça fonctionne à peu près. C'est pas mal de terminer par cette touche, hein, celle de l'inclusion. Merci beaucoup. Merci pour vos interactions. On sent qu'il y a un fil rouge, qu'il y a vraiment du partage, hein, quelle que soit la fenêtre de laquelle on regarde, c'est l'arrivée de ces nouvelles technologies dans le monde de la formation. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, vous poser des questions, tirer les fils. Voilà. Merci Julie.